je lance l'enregistrement. Donc, ce soir, on va continuer dans l'initiation à propos de la création des gants. C'est le module d'initiation numéro 11. Alors, comme d'habitude, on fera un petit résumé du module numéro 10, et puis on va voir ce qu'est le gans de magnésium, qui est un gans qui n'est pas nouveau, mais qui pose encore quelques petites questions. Ensuite, on ira faire un petit tour au jardin, comme la dernière fois. Je pense que ça vous a plu, et puis j'ai des choses à vous dire, parce que bon, on est dans une période où il faut quand même aller au jardin pour préparer tout ce qui va arriver après, les fleurs, soit les fleurs, les légumes ou le reste. Hein. Et puis ensuite, j'espère ne pas trop vous endormir, mais il y a quand même un article qui est très très intéressant qui concerne le phénomène d'attraction et de répulsion entre deux gans. Et donc j'aimerais vous en parler parce que c'est quand même la base de ce qui se passe non seulement dans l'agriculture avec les sphères, les anneaux que l'on met pour créer des champs, mais aussi dans les unités malgraves et puis dans certaines applications pour la santé. Alors, donc cette session, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, on a le résumé du module. Il y a un plot qui est assez intéressant aussi, c'est toujours la mise à jour du wiki, avec des travaux qui ont vraiment commencé très très récemment et sous la houlette de Sylviane, puis de moi-même et de Sylvie aussi. Sylvie qui est notre UC francophone. Alors, dans le module numéro 10, on a vu qu'il y avait donc cette histoire de création de l'eau-plasma de la seconde coupe de vigne, après le dessalage du gans. Alors, je ne sais pas si vous avez tous fait des coupes de vie, mais j'espère que vous avez au moins vos deux coupes, à savoir la One Cup, One Life, la première, et la seconde coupe, telle qu'elle est mentionnée, pour continuer le traitement, le pré- et post-traitement. Donc, on avait vu tout ça. Je pense que ça ne vous a pas trop posé de problème. De toute façon, si ça vous pose des problèmes, je suis là pour répondre à vos questions. Ensuite, on avait vu donc, le jardin, vous vous souvenez de ça, hein, pour préparer les graines avec le gaz de CO2. C'est très important de les tremper dans le gaz de CO2 pour pouvoir justement les amener à maturité pour les semis. Ensuite, décidément, qu'est-ce qui se passe? Donc, on avait fait aussi un petit aparté sur les ganses réalisées à partir de gélules. Vous avez vu que c'était relativement simple. Il suffisait d'avoir un ganse, bien sûr, de gélules, de près, de tout ce que vous voulez. On faisait on prenait les gélules, on les ouvrait, on les mettait dans un blender avec de l'eau de CO2 et ensuite on les mettait dans un tube à essai que vous avez à l'écran au centre, qui lui-même était monté sur un bouchon hermétique, et on avait donc la possibilité de boire l'eau qui était autour et de réaliser ainsi de l'eau de plasma avec les champs magnétiques et gravitationnels du gans, de prêle ou de tout ce que vous souhaitez. Voilà. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, hop, hop. Je suis comme hier soir, on avait des problèmes, il y avait des problèmes de souris, et vous aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce module numéro 10 qu'on a vu l'autre jour? Est-ce que vous avez pu faire des manips et avoir vos coupes? Déjà, c'est essentiel, hein, ou même préparer des graines, ou avoir fait un gans à partir de gélules. Bon, si vous ne me répondez pas, je pense que soit vous avez tous ce qu'il faut, soit bon, vous n'avez pas de questions. Ouais, j'avais une petite question, Joël, excuse-moi. Oui. Ça y est, j'ai trouvé le bouton. Vas-y. Ouais, sur les coupes de vie. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, la coupe 1, sur la Oui. coupe 1, j'ai un petit souci quand je la relance.
elle ne se remet pas en route, on va dire. Alors, tu la relances avec de l'eau salée à 15%, de l'eau neuve ou pas? Oui, ouais. Est-ce que dans le fond de ta coupe, quand tu l'as vidée la première fois, il restait du gans? Oui, Un petit peu? ouais. Ça fait Ouais. combien de temps que tu l'as relancé là? Là, je l'ai fait ça samedi. Donc là, ça va faire quand même 4-5 jours et il y a Ouais. rien, tu vois, autour des bobines, quoi. Est-ce que tu as toujours du nanocotage sur ta bobine centrale? Non, il s'est décollé sur Bon, l'autre ben, voilà, bobine. alors. Ce que tu vas faire, tu sais que on a déjà parlé tous les deux quand tu m'avais appelé. Ouais, Une coupe comme ça, c'est quand même. On est dans la physique quantique, on est dans le vivant. ouais, Faut pas la démonter. Ce que ouais, tu fais, c'est que tu prends une deuxième bobine toute neuve, nano côté, et tu ouais. vas la mettre à côté de celle que tu avais initialement installée. Ok, ok, D'accord? ouais, ok. Voilà, ça tu peux le faire facilement. Tu vas la raccorder bien sûr comme tu as raccordé la première bobine. Et Mhm. normalement, ça devrait redémarrer. Si ça ne redémarre pas dans la... Bon, là, on est jeudi. Si ça ne redémarre pas lundi, appelle-moi. Hein, D'accord, d'accord. Ouais, ok, ça marche. Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes? Juste une petite question, Joël. Oui, salut Jacques. Le nano-cotage à la soude, tu le fais 3 fois ou plus? Je t'entends pas très bien, alors je ne sais pas ce qui se passe. Le nano-cotage à la soude, Oui. est-ce que tu le fais 3 fois ou plus? Qu'est-ce que tu entends par 3 fois la soude? La soude, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu dans un des modules que la soude, il y avait un processus, soit la soude froide, soit la soude chaude. À la Donc, chaude, hein? à la chaude, eh bien, tu le fais une fois. Oui. Une fois que ça trempe bien, pour bien Ah oui, oui, décanter. oui. Et puis, bon, normalement, tu vas avoir ta bobine qui va être toute noire, hein. Et Et après, ensuite, il y avait 2 fois au gaz. ah non, non, tu ne peux pas le faire au gaz, hein. Si tu le fais à Pas, la soude, tu le fais à la soude. Si tu le fais au gaz, tu le fais au gaz. Si non, tu le pas fais- pas au gaz, pas à la flamme, mais les gaz de la soude. Oui, voilà, oui. Ouais, D'accord. C'est-à-dire la vapeur caustique, on va dire. tout à fait, voilà. Et Voilà, ça, oui. je le fais 2 fois. Est-ce que toi, Ça, tu pas le une fais fois, hein. plus? Tu le fais une fois jusqu'à que ta bobine soit noire. Par contre, il y a quelque chose à faire, c'est qu'il faut avoir du temps. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est laisser bien hermétiquement fermé le conteneur qui contient la bobine. Ouais. Pendant toute la phase où il y a toute cette vapeur de soude. Il faut le laisser plusieurs jours, hein. Ouais, c'est ce que je fais, je le laisse au soleil parce que c'est un verre. C'est super. Donc c'est Mais, bon. et tu n'as pas de revêtement dessus? Pardon? Tu n'as pas de revêtement dessus? Si, il commence à y être, mais bien même. Mais je voulais savoir, tu le fais plus de 2 fois ou si c'est ça Non, non, suffisait. non. Alors après, par contre, la grosse précaution à avoir, parce que là, tu vas faire ta coupe après, donc elle va être dans l'eau salée. Il faut quand même éviter, ça aussi, j'en ai parlé longuement parce que c'est un fléau, hein, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait de traces de soude sur ta bobine quand tu vas la mettre dans l'eau salée. Parce que tu commences à te faire un précipité blanc et tu vas avoir l'impression d'avoir du gant, alors que tu n'auras pas du tout de ça, tu auras de l'hydroxyde. Non, mais entre chaque traitement, je le rince bien à l'eau Voilà, douce. tu la rinces parfaitement. Voilà, c'est Ok, super. Et puis merci. tiens-moi au courant aussi si ça ne va pas, hein, mais bon, normalement, ça doit très très bien se passer. Pas de souci. Ok, Merci. donc je vais continuer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Donc la mise à jour du wiki, alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est un gros travail que l'on fait à plusieurs, hein. D'ailleurs, s'il y a des amateurs pour nous aider qui parlent anglais, ça serait génial. Mais bon, vous savez que l'autre jour, Sylviane, qui était parmi nous, nous a présenté la coupe dite Coupe de l'Homme, qui est une finalité importante dans tout ce processus initié par le coronavirus. Et donc, dans le wiki, on a installé une rubrique qui s'appelle catégorie Coupe de l'Homme information préliminaire, parce que bon, on n'a pas eu trop le temps de s'y atteler. C'est un gros boulot parce qu'il faut tout traduire en français. Ensuite, il faut s'appliquer à avoir toute la disposition qui est dans le wiki de la Fondation. Enfin bref, c'est trop de travail en même temps que le reste.
Donc, on a fait simplement les informations préliminaires qui ont été validées par la Cache Fondation. Donc, moi, je vous conseille de les lire et ensuite de vous reporter toujours dans le wiki aux pages. Il y a beaucoup de vues et de photos. Vous ne pouvez pas vous tromper, d'autant que vous aurez sûrement préparé les 2 coupes précédentes pour le Corona. Donc, ça ne devrait pas vous poser de problème. Il faut savoir que c'est une coupe qui est intelligente elle aussi. Donc je vous laisse le loisir de le lire. On en débattra si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Mais ça vaut quand même le coup de le faire. Voilà. Donc nous, on est là-dessus avec Sylviane. On met à jour le wiki et Sylviane a beaucoup travaillé dessus. Donc voici ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que elle a commencé à écrire en français tout le processus qu'il y a pour justement les 2 coupes que je venais d'évoquer à l'instant. C'est-à-dire que si vous vous loguez dessus, vous voyez, c'est fr.kfwiki.org, vous allez vous tomber sur le site français et vous allez avoir toutes les explications qui seront données. Alors bon, c'est en train d'être bâti. Et à la suite de ça, on s'est posé un problème. On a dit, bon, on ne va pas faire une mise à jour, c'est pour ça que j'ai barré le titre. Et on va faire carrément une refonte. Parce que, en fait, on s'est aperçu que pour faire ce travail, on était quand même très enclin à respecter beaucoup de choses. Ils sont très cartésiens. Et donc, nous, on va un peu sortir des sentiers battus. On va vous proposer des articles qui sont très sympa à lire, mais bon, il faut qu'on mette tout ça en musique, là. Et donc, c'est un travail de longue haleine, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va durer toute l'année, et peut-être même déborder en 2021. Ce que je vous proposerai, si vous avez des photos de tout ce que vous faites, on fera une rubrique pour les gens qui désirent déposer leurs photos, parce que c'est aussi, et même leur témoignage, témoignage écrit, parce que c'est aussi un facteur d'enrichissement pour les personnes qui le lisent et qui seront confrontées sûrement à des difficultés que peut-être d'autres ont rencontrées et résolues. Donc c'est très intéressant, on va faire ça. C'est le gros projet de l'année, bien sûr, avec tout le reste. Alors, ce que je voulais vous proposer aussi, vous savez que là on est dans le 11e module. Je voulais un petit peu récapituler à travers ce qu'on avait fait à travers ces petites diapos, à savoir les 4 premiers modules avec les dates, les titres essentiels qui étaient dans ces modules pour pouvoir avancer un petit peu, sachant qu'en étant débutant ou plus ou moins débutant, c'est quand même beaucoup plus appréciable d'avoir un soutien de la sorte. Donc, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous voyez, ils sont tous là. Le module 5, où on avait préparé un gaz de CO2. Le module 6, où on était revenu sur le gaz de CO2, qui est quand même un gaz, c'est le gaz majeur pour moi. Hein, donc, c'est très important. On avait vu aussi, à cette occasion, le module 6, les études qui sont faites sur Monsanto et puis le glyphosate. Hein. Donc pour annihiler un petit peu tous les pesticides qu'on a avec ces produits. Et puis ensuite, on était venu sur le fameux coronavirus, hélas, et puis la création des gants, des CEO, des CH3. Donc ça, c'est important que vous sachiez un petit peu tout ce qui se passe. Ce petit résumé il est important parce qu'on sait tout de suite où on veut aller, il suffit que vous le repreniez et c'est très facile pour vous. Module 8, c'était l'eau de gants et l'eau de plasma. La récolte, la dissémination et le stockage. Et puis, on a vu aussi comment donner un peu de peps à la création de gants, en les boostant un petit peu, soit avec des piles, soit avec des résistances. Et puis ensuite, justement, heureusement qu'on avait vu dans le module de 8 l'eau de gants et l'eau de plasma, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet avec la One Care, One Life dans le module 9, où on a eu la désalination et la création de l'eau plasma. Et la dernière fois, bien sûr, on a poursuivi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec la coupe numéro 2. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous souhaitez que je vous envoie justement le sommaire des modules? Mais bon, je pense que là, vous l'avez avec ça, c'est pas un problème. Il suffit que vous le retrouvez sur YouTube et ça va très vite.
Oui, Joël. Oui. Oui, est-ce qu'il suffit de taper Avez- frkfwiki.org ou est-ce qu'il faut mettre HTTP devant? Non, 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 tu tapes. Moi, je l'ai fait là. Hein, alors, donc, tu écris exactement comme je l'ai fait tout à l'heure dans la diapo. fr. .kfwiki.org. D'accord, merci. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent avoir un replay des cours comme, bon, mais enfin, ce sont des cours entre guillemets, hein. Il y a les cours d'Aviram qui sont dispensés le mercredi soir et puis les miens qui sont pratiquement une fois par mois. C'est sur YouTube. Alors, Sylviane a fait un petit récapitulatif l'autre jour, mais c'est sur le Facebook. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas Facebook. Autrement, pour ceux qui ont Facebook, il suffit de se retrouver dans la rubrique de Sylviane qui a fait une annonce, hein, et sur le Cache French Foundation pour la langue française. Vous entrez sur ce groupe-là et vous vous retrouvez donc avec les annonces. Et dans ces annonces, il y a l'annonce de Sylviane. Pour le replay, c'est entouré en rouge. Il vous suffit de cliquer sur le HTTPS qui est entouré là et vous vous retrouvez avec toute la liste des cours. Voilà, vous vous retrouvez sur cette page-là. Et donc à droite, vous voyez, il y a tous les cours. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et puis vous aurez le replay des cours que vous souhaitez avoir. Voilà. C'est assez facile comme accès, hein. C'est pas de problème. Et puis si vous avez un souci, c'est pareil, vous me téléphonez, vous m'envoyez un SMS, vous m'écrivez et je répondrai. Alors, on va... Oui, Tu peux revenir une page en arrière, le temps que je relève HTTP, etc. Ouais, moi aussi. pas de problème. Il suffit de demander. Voilà. La page suivante. Pardon? La page suivante. Page suivante. Voilà. Tu l'as eu là, non? Ah, Non, non. pardon. La page suivante, là, voilà. Non, 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 entre ces deux. Alors, attends, entre ces deux, je n'ai pas d'autre. Si, où il y avait HTTPS de Sylviane. Ah oui, alors c'est plus loin. Voilà, elle arrive. C'est celle-là? Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, donc je continue, hein. Alors là, on va rentrer dans un domaine qui est un peu particulier. Vous savez tous maintenant comment on fait un gant, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je voulais vous présenter depuis de longues semaines ce gant qui est encore en gestation, hein, vous allez voir, mais qui est très très intéressant, non seulement pour la santé, mais aussi pour tout le domaine végétal. Et donc, c'est John Bevan. John Bevan, c'est un cadre, on va dire, de la Fondation Kesh, qui est en responsabilité, qui dirige le laboratoire de M. Kesh en Arizona, aux États-Unis, qui fait beaucoup, beaucoup de choses sur les nerfs graves et qui fait aussi pas mal de gants. Et donc, il est un petit peu en pointe sur le sujet. Et donc, je voulais vous présenter ça pour vous montrer qu'on peut faire des choses magnifiques parce que ce gant, il a quand même beaucoup d'avantages. On est en train de le tester. Et vous aussi, vous pouvez le réaliser vraiment à très très peu de frais. Vous pouvez réaliser ce gant qui est assez merveilleux au niveau des résultats. Alors, le magnésium, je ne sais pas si vous connaissez le magnésium, hein. Enfin, moi je le connais parce que j'étais un petit peu dans l'industrie de pointe et on utilisait, je sais qu'il est utilisé aussi en aviation, il est utilisé pour les voitures de course, enfin parce qu'il est aussi dangereux. Il est très solide, il est plus léger que l'aluminium, il est plus solide que l'aluminium, mais il a un problème, c'est qu'il s'enflamme très très vite. Donc, en plus, il s'enflamme, mais il ne s'enflamme pas comme ça, il s'enflamme en faisant des projections. Donc, c'est un métal assez nerveux, on va dire. Par contre, il est très très important pour le monde du vivant au niveau de la santé.
Dans l'organisme, c'est quand même le 11e élément le plus abondant, si on regarde en termes de masse, dans le corps humain. Et dans l'univers, c'est le 9e élément. Donc c'est pour vous dire, il est quand même un petit peu partout. Alors dans l'univers, bien sûr, il y a eu des recherches de fait avec tout ce qui a été, tous les calculs et puis aussi toutes les virées qu'il y a eu, les prélèvements et compagnie, qui ont démontré que ce magnésium était donc la 9e merveille de l'univers. Et il est essentiel, bien sûr, pour toutes les cellules et pour les enzymes. Il y a 300 enzymes qui sont les protéines qui sont concernées par le magnésium. Il interagit avec l'ADN, l'ATP et l'ARN. Alors j'en profite pour vous refaire une petite révision sur ce qu'on avait vu justement quand on avait vu le glyphosate. L'ADN, vous savez ce que c'est une hélice qui comprend toute l'information héréditaire et génétique héréditaire du corps humain, hein, qui est spécifique à chacun. Hein. L'ADN, bon, c'est une molécule qui est très longue, et nous, on s'était attaché, je ne sais pas si vous vous souvenez, au phosphate et au phosphore. Parce qu'on avait les liaisons sont faites avec ces molécules. Pour vous faire réviser ça, parce qu'après on en aura besoin un peu plus tard, pas ce soir, mais un petit peu plus tard. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est une molécule qui est très riche en énergie. Et donc, au niveau des cellules, elles sont utilisées. C'est un peu un kérosène, quoi, hein, qui non seulement permet de stocker l'énergie, mais aussi de faciliter la locomotion. L'ARN, ce sont les acides ribonucléiques, qui sont des molécules biologiques qui possèdent de très nombreuses fonctions dans la cellule. Alors là aussi, il y a une grande répartition. Et donc tout ce magnésium influe sur la plupart de ces éléments. Donc très important dans le corps humain et pour les plantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si on absorbe de la magnésite, c'est-à-dire un composé magnésium carbone oxygène, en quantité adéquate, donc ce sont des comprimés, on peut avoir des muscles qui sont maintenus en bonne santé. La transmission des signaux électriques dans tout le système nerveux sont améliorées. Hein. On a moins d'accumulation de graisse sur les parois des artères, donc c'est intéressant. Donc ça réduit forcément l'hypertension et surtout l'hypertension artérielle. Ça permet aussi de soulager les maux de tête et de réduire l'anxiété. Alors bon, l'anxiété en ce moment, c'est pas mal de la réduire pour certains. Et donc, vous voyez que ce magnésium, c'est un petit peu le couteau suisse. Hein. Le magnésium est absorbé par l'intestin grêle. C'est une zone qui est donc propice au fonctionnement des champs. On avait parlé de ça déjà. Hein. L'intestin, ouais, c'est le deuxième cerveau. Donc, c'est parfait pour que ça soit ingéré et absorbé par l'intestin. Alors, pour la santé, on l'utilise sous forme de patch. Alors, on verra comment on fait un patch un petit peu plus tard. Mais déjà, il faut savoir faire un gants avant de faire les patchs. Et donc là, on est là pour faire le gants ce soir. On parlera des patchs un peu plus tard si vous le souhaitez. Par contre, alors le gants, il va être rincé à 1% de salinité. Vous vous souvenez de tout ça. Vous l'avez aussi dans les modules, je crois que c'est le module numéro 5, où on parle de la désalinisation des gants. Et il faut appliquer simplement ce processus et ça marche très très bien. Ensuite, au niveau des arbustes, des plantes et tutti quanti, on l'utilise sous forme de sphère ou de tuyaux. Moi, j'ai commencé à faire des expériences avec des tuyaux, c'est-à-dire que je mets des sphères un petit peu sophistiquées. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure quand on verra la partie jardin. Et là aussi, il faut rincer les gants et les ramener à une salinité de 1%. Voilà. Alors, John a mis dans son article un citronnier qui est traité en ce moment avec des anneaux de magnésium et de zinc. Et apparemment, il a mentionné que le feuillage était merveilleux, c'est-à-dire que ça a mis un feuillage qui est très très gros et surtout très, très brillant.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un GANS qui fonctionne. Souvent, les plantes ont besoin de magnésium au printemps, hein, ou même en sortie d'été. Et c'est important de faire ces GANS et de les mettre dans des sphères. On en parlera un petit peu tout à l'heure, ou un peu plus tard, suivant ce que vous souhaitez. Toujours est-il que j'ai mis une phrase en bas de cette diapositive, pas de rinçage pour l'utilisation d'un réacteur. Alors pourquoi? C'est parce qu'un GANS qui n'est pas rincé conserve beaucoup d'énergie grâce au sel, qui est prépondérant dans cette fonction. Alors comment on fait un GANS? Alors voilà, ça c'était. C'est relativement simple. Vous prenez une boîte comme vous savez faire, comme on a fait jusqu'à présent dans les différents GANS qu'on a vus, CO2, CuO, ZNO et CH3, c'est la même chose, sauf que là, vous allez avoir un barreau de magnésium et un autre barreau de magnésium, sauf que le deuxième barreau de magnésium, il est nano-coté, nano-revêtu. Alors, le premier les deux barreaux de magnésium, ils sont facilement accessibles, vous pouvez les acheter sur Internet, il n'y a aucun problème. Ne vous faites pas piéger parce qu'il y a quand même des petits voleurs sur Internet, ça je ne vous apprends rien. Il faut prendre un magnésium qui est vraiment pur à 99,9%. Donc ça existe, c'est pas cher du tout. Les barreaux, ils font de l'ordre de 10 cm de long et environ 2 cm de diamètre. Donc il vous faut faire des petits supports. Alors bon, moi j'ai sophistiqué le truc parce que j'avais des idées plein la tête avec ça. Et bon, c'est pas la peine de sophistiquer comme j'ai fait, hein. C'est-à-dire que là, vous prenez des colliers et puis vous les attachez au bord de votre bac en plastique, hein. Et par contre, il faut associer à chacun d'eux un fil de cuivre, alors cuivre pur pour celui qui n'est pas revêtu, et un fil nanocoté pour celui qui est nanocoté. Alors je reviens un petit peu sur le nanocotage de ce barreau de magnésium. C'est très simple, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jacques, hein, il suffit de le mettre dans la soude. Alors moi je l'ai mis, d'ailleurs j'en ai un encore là, qui est en souffrance là, je les mets dans de la soude froide pendant quelques jours. Et puis, quand j'ai le temps et que je veux préparer vraiment ça comme il faut, eh bien, je le mets dans la soude caustique chaude. C'est-à-dire que je le suspends dans un récipient. Je mets mes granulés, je vous rappelle ça, hein, je mets mes granulés de soude caustique dans le fond du récipient. Et ensuite, je verse avec beaucoup de précautions, parce que je vous rappelle qu'il y a des projections, c'est chaud, c'est complètement déconseillé de respirer ça. Donc, il faut vraiment mettre un masque, des lunettes, des gants, ça vous le savez déjà. Et puis, donc, vous faites votre traitement à la soude. Et une fois que c'est terminé, ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas besoin. Vous le rincez bien, hein, comme on a évoqué ça tout à l'heure aussi. Vous le rincez comme il faut, plusieurs fois. Moi, je le rince au moins une douzaine de fois. Et ensuite, vous l'équipez avec un scotch ou même un petit collier en plastique, 200 fils nano-cotés. Et puis, vous rejoignez les deux extrémités des deux fils, fil de cuivre, fil nano-coté de l'autre côté, à une LED, la LED verte classique que l'on connaît maintenant, hein, avec le pôle positif côté magnésium pur, et le pôle négatif, bien sûr, côté magnésium revêtu. Alors, au bout de quelques jours, voilà, alors il y a 3 vues. Donc, vous voyez la première vue à gauche, donc on a le magnésium qui arrive vraiment du commerçant, et puis le magnésium nano-revêtu. Alors, vous voyez, il a un aspect qui est beaucoup plus terne, hein, parce qu'il a été agressé chimiquement. Il est beaucoup plus terne. On le reconnaît comme ça très facilement. Et puis au bout de quelques jours, c'est ce que j'étais en train de vous dire, eh bien, on commence à avoir un dépôt de GANS sous chaque barreau. Alors, c'est assez particulier parce que, en fait, on va récolter
pour ce gaz-là, c'est vraiment extraordinaire. On récolte d'un côté magnésium qui est non revêtu nano, mais qui a quand même capté, on a un champ énorme. Là. Je vous décrirai dans un prochain opus, vous décrivez un petit peu tout ce qui se passe au niveau des champs dans un setup. On commencera par le CO2. Mais là, dans le cas précis du magnésium, il y a aussi une création de champs. Et donc, le magnésium qui n'est pas non revêtu, eh bien, il se revêt quand même de carbone. Et il dégage un GANS, il dépose un GANS au fond, directement au-dessous du barreau. Le magnésium qui est non revêtu et qui est sur le côté droit de la vue, là, eh bien lui, il va déposer beaucoup moins. Alors, je n'ai pas de photo parce que j'étais assez pressé de faire cette manip. La prochaine fois, j'essaierai de vous en trouver. Le GANS qui va être déposé au droit de ce barreau de magnésium, il va être noir, mais vraiment tout noir, quoi. Et donc, John Bliven, qui a fait l'expérience, nous disait que, en fait, on a deux GANS dans un seul setup. Alors, ces deux GANS, ils correspondent à deux isotopes du magnésium. Alors, on va voir ce que c'est qu'un isotope. Mais donc, c'est quand même très particulier, hein, parce que c'est le seul GANS que je connais pour le moment qui fait double emploi, c'est-à-dire qu'il nous donne un GANS noir avec une texture très fine. Et puis d'un côté, on a quand même ce GANS qui est blanchâtre, mais qui est chargé de particules. Alors les particules, en fait, non seulement il y a un petit peu de carbone, mais il y a aussi une désagrégation du matériau. C'est-à-dire que je vous expliquais au tout départ que c'est un matériau qui était un petit peu capricieux et qui était fragile. Donc il vieillit très mal, hein, d'ailleurs, il faut le savoir. Hein. Dans les vieux avions, il y avait du magnésium, mais on voit il part en feuilles. Alors souvent en feuilles, c'est terrible. C'est pour ça qu'on ne l'utilise plus. Donc, quand vous avez à récolter ce GANS de blanchâtre, là, il faut le passer à travers un tamis à maille fine. Alors bon, des tamis dans le commerce qui sont des tamis en plastique et qui vous permettent de faire cette manip sans problème. Donc, vous récupérez votre GANS blanc, hein, blanchâtre, et puis donc, vous pouvez le stocker comme tous les GANS que vous avez stockés jusqu'à présent, c'est-à-dire dans un bocal qui est dédié. Si vous avez des acides aminés, vous les mettez à part, vous le savez ça aussi, hein, sans les dessaler. Donc, en fait, pour ce GANS-là, vous avez 3 stockages. Les acides aminés d'un côté, le GANS blanchâtre d'un côté qui représente donc un isotope, et le GANS noir de l'autre côté qui représente un deuxième isotope. Alors, à propos des isotopes, on entend beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous faites de la physique. Moi, j'en ai fait beaucoup. Il faut vraiment démystifier tout ça, à moins que vous le sachiez, mais pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que l'isotope? En fait, dans un atome, vous avez un noyau qui est composé de neutrons et de protons, comme le montre la vue. Hein. Et puis, autour, vous avez des électrons qui se baladent très très loin. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, si on prend un atome d'oxygène, hein, le noyau, c'est une balle de golf, par exemple. Hein. Et il faut savoir que les électrons, ils vont se balader à 1 km, ils vont tourner autour de la balle de golf à 1 km de distance. Donc, c'est quand même assez particulier. Je reviens à l'isotope, donc, pour vous dire que l'isotope, c'est une affaire de noyau. Dans le noyau, quel que soit l'élément, on a toujours des protons et des neutrons. Et ce qui se passe, c'est qu'on dit que, par exemple, vous avez le carbone qui figure sur le petit tableau en bas à droite. Le carbone, il a 6 protons. Et il a, au départ, pour une configuration dite stable, c'est-à-dire qu'il ne génère pas, une configuration stable, on a 12 neutrons. Mais il arrive que nous avons aussi du carbone avec 13 neutrons, 14 neutrons, et là, ce sont des isotopes. C'est-à-dire qu'ils prennent des neutrons en plus,
Et donc, ça vous fait des... c'est ça qu'on appelle des isotopes. Alors, on pourrait continuer longtemps. Hein. Je vous souvenez de la table de Mendeleïev. Cette table, elle collationne un petit peu tous les éléments hein, qu'il y a sur Terre et dans l'univers. Il y en a d'autres qu'on ne connaît sûrement pas, mais enfin bon, tous ceux qu'on connaît, ils sont là-dedans. Et bon, il y a beaucoup d'isotopes hein, chaque fois. Alors, j'attire votre attention, même si c'est un peu rébarbatif ce que je vous dis, c'est que dans les magraves, dans les unités magraves, dans les bobinages, comme celui que fait Jacques à la soude, dans le bobinage entre le carbone et le cuivre, on a des chemins de carbone spéciaux. Et en vis-à-vis, on a toujours du carbone 12, celui qui est sur le tableau là, et du carbone 14, en face dans le carbone, dans le graphène. Le graphène, c'est le dépôt que vous avez fait. Et donc, il y a une différence de 2 neutrons. Alors, je ne vais pas aller plus loin ce soir là-dessus, mais notez bien ça, je vous le rappellerai, c'est une des clés du fonctionnement des unités magraves. Il y a une différenciation il y a donc le carbone classique avec 12 protons, 6 protons, 12 neutrons, et en face, on a 14 neutrons et 6 protons. Et donc là, ça va être un élément moteur. On en parlera beaucoup plus tard. Alors là, je vous ai, pour clôturer un petit peu le débat là, sur le magnésium, je vous montre une photo du laboratoire de John, et où il a mis en série, vous voyez, il y a beaucoup de barreaux de magnésium. Alors on a, sur cette photo, on voit effectivement les dépôts noirâtres qui sont juste sous le barreau de magnésium. Alors si vous faites un gaz de magnésium, évitez de les rapprocher trop, parce qu'autrement vous allez avoir les deux tas de sable là, les deux gaz qui vont se mélanger. Donc c'est pas le but, hein, parce que quand vous allez venir chercher les gants, vous allez prendre une seringue pour l'un et une seringue pour l'autre. Vous aurez droit à 2 seringues. Il ne faut pas s'amuser à passer de l'un à l'autre, ce ne sera pas bon du tout. Vous n'aurez pas la quintessence. Alors vous voyez, lui, il a des bacs en série parce qu'ils font beaucoup d'expériences là-dessus. Hein. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas encore tout à fait au bout des choses, mais c'est quand même très très intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Ça, vous pouvez le faire très facilement. Alors, vous pouvez vous en servir essentiellement au jardin, pour le moment. Bonsoir Joël, c'est Catherine. Salut Catherine. Je voulais te demander, le gaz de magnésium avec les sels de magnésium, c'est pas la même chose? Non, ça n'a rien à voir. Mhm. Là, on prend simplement le barreau industriel, on est en train de regarder ce que ça donne, et on ne mélange pas tout. Mhm. Ça n'a rien à voir. Ok. Alors, je vais vous parler un petit peu, on fait un petit entracte au jardin, parce que bon, je ne sais pas comment vous avez vécu le magnésium, mais c'était un petit peu lourd. Et puis, il y a encore du lourd qui arrive, donc on va aller au jardin un petit peu. Et vous savez que l'autre jour, on a parlé des graines. Et mis à part les graines, quand vous avez un jardin et que vous souhaitez qu'il soit en forme, eh bien, il faut faire un petit aménagement avec des sphères ou des anneaux. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà fait. D'autres peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Je vais simplement vous expliquer le principe. Il suffit, quand vous avez une parcelle, bon, par exemple là, elle est simulée, c'est un rectangle, mais peu importe. Hein, vous pouvez aménager donc des sphères qui sont suspendues environ 1,50 m, 2 mètres du sol, ou même pas tant que ça. Vous pouvez faire des choses à 30 cm du sol, il n'y a aucun problème. Chaque sphère est composée, pour les sphères périphériques, c'est-à-dire les sphères que j'ai appelées les sphères A, il y a simplement 2 sphères l'une dans l'autre. Et puis la sphère centrale, il y a 3 sphères l'une dans l'autre.
Alors, avant de parler des ganses qui sont à l'intérieur, ce qui va se passer, vous l'imaginez bien, c'est qu'il va y avoir des champs magraves pour chacune des sphères qui vont commencer à rayonner sphériquement et qui vont grandir, grandir, grandir. Pour mémoire, on a eu l'occasion de voir ça avec Monique Garatier. On a vu dans les lignes que les champs magraves faisaient facilement au bout de 50 jours plus de 15 mètres de rayon. Donc c'est assez intéressant parce que ça couvre une surface qui n'est pas négligeable, avec des petites sphères hein, ou des anneaux. C'est pareil. Bon, les anneaux, je vous les conseille si vous avez une terre qui a été polluée. Si la terre est polluée, en avant-saison, vous pouvez très bien mettre des anneaux autour de certaines plantes ou de certains arbres. C'est pas le problème, c'est pas le problème. Vous pouvez aussi mettre des anneaux directement posés à terre en les orientant, en les disposant comme je fais là, hein, et vous les remplissez de CuO. Le CuO, il va complètement dépolluer la terre, il faut le savoir. CuO, CO2. C'est-à-dire vous faites un anneau composite, alors vous pouvez mettre un tuyau et puis dans ce tuyau vous en mettez un autre. Dans le plus petit vous mettez du CO2, dans le plus gros vous mettez du CO, vous bouchez au bout avec de la colle ou tout ce que vous avez sous la main, quand il soit étanche bien sûr, hein. Et puis vous le laissez quelques mois sans problème et puis vous allez voir que ça va arranger beaucoup de choses. Vous allez voir qu'au bout de quelques temps, vous allez vous retrouver avec beaucoup de vers de terre, ça va être très sympathique. Mis à part ça, donc pour le jardin, on a ce phénomène-là qui va se passer. Ça va être assez intéressant parce que ce qui se passe aussi, non seulement on a l'évolution des sphères, des champs magraves de chaque boule, hein, mais aussi on va avoir un échange. Vous vous souvenez sûrement de ce que je vous ai raconté la fois dernière ou une fois avant, c'est que le champ le plus faible, le champ magnétique gravitationnel le plus faible, est nourri par le plus fort. Bon. Partant de ce principe, si on a des sphères qui ont des volumes différents, et si on inverse les ganses qui sont à l'intérieur, on va avoir cette circulation qui va se faire naturellement. Voilà. Donc, le schéma, je pense, est assez parlant. On va avoir cette circulation qui va commencer à se faire. Alors là, bien sûr, il n'y a que deux traits pointillés, un rose et un bleu, et un violet et un bleu. Mais vous imaginez bien que c'est pire que sur les Champs-Élysées quand il n'y a pas de confinement. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de circulation, et cette circulation engendre, donc, au niveau des plantes, des champs qu'elles vont prélever. Elles vont prélever ce qui les intéresse là-dedans. Je vous rappelle qu'on est toujours dans les histoires de carbone, hydrogène, oxygène et azote. Hein, et elles vont prélever tout ce qu'il leur faut pour se nourrir. Et en même temps, si vous avez des petites bestioles, comme moi j'ai des escargots en ce moment dans mes salades, et bien les salades, elles sont intactes parce que les escargots sont nourris par les champs, tout simplement. Parce que ça nourrit aussi les animaux, et les insectes. Donc il n'y a plus la guerre avec des produits chimiques pour tuer ces pauvres escargots qui sont magnifiques ou les limaces. Hein. Alors, voilà le principe. Donc on met 3 ganses dans la boule centrale et 2 ganses dans les boules qui sont à l'extérieur. Alors, les ganses, j'en ai pas mis. Parce que, en fait, ça dépend de ce qu'on va faire. À l'heure actuelle, il y a une expérience que je fais depuis l'an dernier chez un viticulteur. Ensuite, j'ai équipé plusieurs jardins à la demande des personnes qui étaient intéressées. Ursula aussi a eu, je lui ai envoyé des sphères pour qu'elle puisse faire prospérer tout ce qu'elle avait dans son potager l'an dernier. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Hein. Si vous voulez, par exemple, vous avez un potager et que vous voulez que vos légumes soient de bonne facture, on va dire, avec non seulement du goût, mais aussi
un volume assez conséquent, eh bien, vous allez mettre dans le GANS 1, ça va être du ZNO. Le GANS 2, ça va être du CH3. Et le GANS 3, ça va être du CO2. Voilà. Il n'y a pas de CuO, hein, puisque là, je pars sur le principe que la Terre n'est pas polluée. Voilà. Et inversement, bien sûr, dans les boules qui sont en périphérie, hein, vous allez mettre le CH3 qui est orange au centre, et puis le GANS numéro 3 qui est du CO2 à l'extérieur. Ça veut dire que donc on n'a pas du tout le même volume et on va avoir cette alimentation naturelle qui se crée par les champs forts vers les champs faibles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Pour les boules à l'extérieur, Oui. je n'ai pas compris, il n'y a que 2 ganses? Oui. D'accord. Il n'y a que 2 GANS. En fait, moi je mets toujours un petit peu de ZNO parce que il y a quand même, alors là bon, je vais peut-être être innovant pour certains, mais le ZNO il est lié directement au cerveau et à l'âme. Donc c'est ce qu'on a fait avec les viticulteurs aussi, on a mis du ZNO parce que bon, les pensées, bien sûr, sont importantes, y compris quand on fait un jardin. Parce que, bon, on peut parler aux plantes aussi, on peut faire plein de choses. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être en communication directe avec les champs que l'on crée. Donc, moi, je mets toujours une petite boule de ZNO. D'accord. Est-ce que j'ai répondu, Hélène? Oui, merci. Voilà, avec plaisir. Oui, Joël, quelle distance tu mets entre les boules? Alors, je vais vous en parler. Une bonne question. Si vous avez un grand terrain, alors bon, il faut les mettre tous les. Moi, par prudence, je les mets tous les 15 à 20 mètres. Parce que là, les champs vont se croiser. On peut même réduire un petit peu. Hein. Idéalement, on peut faire 8 mètres, c'est très bien. Parce que là, on est sûr qu'on a une interpénétration des champs sphériques malgrave des sphères. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Donc, pour résumer, c'est entre 8 et 15 mètres. Ce sont des boules fixes, ce n'est pas des réacteurs qui tournent avec des moteurs. Hein. Ah non, surtout pas. Ça ne sert à rien. Hein. Ouais. Ça sert à rien. Parce que là, il suffit. Alors, par contre, ce que je ne vous ai pas dit, mais on le voit très bien sur la photo, c'est qu'il faut toujours laisser un petit peu de gants solide. Parce que la sphère, elle est remplie, mais bon, en fait, c'est de l'eau de gants que vous avez au-dessus. Et bon, ce pot de gants, elle peut péricliter et dégénérer, surtout que là, elle est soumise quand même aux intempéries, elle est dehors. Il faut quand même toujours qu'elle soit alimentée par une source fiable, à savoir le gants solide. Hein. Comme vous le savez, c'est un gants. Le gants solide, il est indestructible. Donc, il nourrit à longueur d'année l'eau de gants. Les distances que tu donnes, 8 mètres, c'est à partir de la boule centrale jaune? Oui, entre 8 et 15 mètres, je dis. Hein. Oui. Oui. Donc, partant du centre, 15 mètres pour chaque boule bleue. C'est ça. C'est le maximum 15 mètres, hein, si tu veux être tranquille. Entre 8 et 15. D'accord, merci. Oui. Bon, pour les vignerons et puis pour d'autres choses que j'ai en cours où c'est vraiment très grand, là, on sait parfaitement où on va et on tente d'autres expériences où on va, par exemple, chez le vigneron de Créon, chez Christophe, on a décidé de prendre une deuxième parcelle où il y a 1000 pieds et de mettre que quelques boules, vraiment, pour voir ce que ça fait. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les gants et voir un petit peu ce qui se passe. Parce que pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous raconter un petit peu, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à la fondation, j'ai fait des stages avec Adil, que certains connaissent ici.
Et un jour, donc, il est venu à la maison, il a fait son stage à la maison, on a discuté longuement. Et il me dit, bon, il y a un truc que j'ai fait, j'ai mis des boules de Gans différentes dans un saladier. Et je les ai laissées et je suis revenu le lendemain matin, elles étaient collées. Alors, je dis, ah bon, enfin, on a longuement discuté de ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on en a parlé, je lui ai dit, écoute, je vais monter un essai un peu plus élaboré pour voir ce que ça donne. Et en fait, on s'est aperçu que les Gans, eh bien, c'était comme des aimants. C'est-à-dire qu'il y avait des Gans qui avaient des polarités inversées, donc qui s'attiraient, et puis des Gans qui avaient les mêmes polarités et qui se repoussaient. Donc, moi, ça m'a de suite interpellé, et ça fait l'objet donc d'une publication que j'ai faite dans le Plasma Time, c'était au mois de février de l'an dernier, je crois. Et ce soir, je voulais vous en parler, parce que c'est une deuxième clé de ce qui se passe aussi dans les magraves et de ce qui peut se passer justement dans ce qu'on vient de voir au niveau des jardins. Alors, l'idée était simple, il s'agissait simplement de voir comment se faisait cette attirance ou cette répulsion, hein. Et puis quels étaient les bons couples, puisqu'on va travailler avec deux Gans à la fois, quels étaient les bons couples de Gans qui s'attiraient et dans quelles conditions les plus vite possible. C'est ça qui m'intéresse, parce que j'avais une idée en tête à propos de magraves. On en parlera plus tard, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, on va dire. Donc, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je disposais d'un bac, de deux boules de Gans, d'un chronomètre et puis surtout d'un appareil photo que je vous montrerai tout à l'heure. Et sans vous dévoiler les vidéos que je vous montrerai tout à l'heure, vous voyez un petit peu, c'est que chronologiquement, au fur et à mesure que le chronomètre tourne, eh bien, les boules se rapprochent, elles se rapprochent, et puis au bout de 20 minutes, moins de 20 minutes, elles sont collées. Alors il fallait prendre des précautions, bien sûr, pour faire ces essais, parce que bon, on peut avoir ce qu'on appelle des effets de bord, on peut avoir de l'électricité statique, on peut avoir plein de choses, les bords, enfin, le fond bombé. Enfin bon, hein. Quand j'ai présenté ça la première fois à la Fondation Kesh, ils m'ont dit oui, mais bon, moi je fais ça aussi dans ma cuisine. Enfin, ils m'ont raconté ça. Enfin bon, moi je ne suis pas trop content. Et je leur ai montré que j'avais quand même des essais qui étaient fiables. Donc, j'ai réalisé ces essais, sachant que on avait au départ donc 5 Gans, dont un que vous ne connaissez pas encore, mais dont on parlera la prochaine fois. C'est le Gans d'hydrogène. Autrement, les Gans CO2, CO, ZNO et CH3, vous les connaissez. Hein. Et donc, ils sont en fait réputés, le CO2 est réputé gravitationnel, comme le ZNO, et les trois autres sont magnétiques. Bon, on ne va pas aborder le sujet ce soir, mais on en reparlera plus tard, parce que tout est relatif entre magnétique et gravitationnel. Mais quand on regarde la table des éléments, on voit que les combinaisons de carbone, oxygène, hydrogène et azote, qui conduisent aussi à avoir un petit peu de zinc pour élaborer d'autres choses, on a des masses atomiques. La masse atomique, on l'avait vu déjà, je vous l'avais expliqué, hein. La masse atomique de chaque élément, elle est basée sur la masse atomique de l'hydrogène, qui est une masse atomique de 1. Partant de l'hydrogène, on a élaboré toutes les autres masses atomiques. Donc, quand on a un Gans d'hydrogène, il y a deux molécules d'hydrogène, on est donc à une masse atomique de 2. Excusez-moi. Et ainsi de suite, si on fait toutes les additions, on se retrouve avec, pour le CO2, une masse atomique globale de 44, au-delà de 79 pour le CuO, au-delà de 81 pour le ZNO, pour le CH3 on est à 15, et donc on voit finalement qu'il y a des Gans qui sont légers par rapport à la masse, et puis des Gans qui sont très lourds, comme le ZNO ou le CuO.
Donc ça, c'est facile à observer. Il suffit de prendre la table et on s'aperçoit, bien sûr, que ben voilà la fameuse table. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans chaque carré. Et donc on fait les additions, c'est tout bête, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour planter le décor. Ensuite, il y a quelque chose, alors bon, mais qu'apparemment M. Kesch, enfin, les gens qui travaillent avec lui ne connaissaient pas. Je veux parler de Rick et des autres, ils ne connaissaient pas trop ça. En fait, c'est l'électronégativité. L'électronégativité dans un élément, alors on sait qu'il a une masse, on a vu, hein, et des atomes qui peuvent, quand on a une liaison chimique, les atomes, ils peuvent attirer des électrons. C'est-à-dire qu'ils volent des électrons aux voisins. Et donc, c'est donc l'électronégativité. C'est-à-dire que c'est une grandeur qui est caractéristique de leur capacité à attirer les électrons dans une liaison chimique. Alors, si on revient encore à la fameuse table, et avec une loupe que j'ai faite, on voit un petit chiffre qui est 2,7, c'est l'électronégativité. 2,7, là, c'est pour... je ne sais plus lequel c'est, celui-là. Je n'ai pas mis les notes, je vais vous dire. C'est pour l'iode. Je ne le connais pas par cœur, hein. C'est pour l'iode. Donc l'iode a une électronégativité de 2,7. Et quand on fait la même chose pour les 5 gans que je vous présente, eh bien on a une électronégativité globale, simplement par addition aussi. On s'aperçoit là aussi que effectivement, il y en a qui ont une électronégativité assez puissante, puisqu'ils sont au-dessus de 9 pour le CO2 et le CH3. Ensuite, on a, on va dire, des choses qui sont un peu plus moyennes, le CO, le ZNO qui sont à 5 et 5,3, et le H2 qui est à 4,4. Alors, moi je connaissais ça par mon travail, donc je l'ai mis en application sur ces essais. Et donc, je disposais pour faire ces essais de 2 informations qui sont en cercle de rouge, la masse atomique globale et l'électronégativité globale. Alors j'espère que c'est pas trop rébarbatif pour vous, mais il faut absolument que vous le sachiez ça parce que c'est très important. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a associé les gans 2 par 2 en créant des coupes de gans. C'est-à-dire qu'on a cherché à réunir des coupes de gans dont l'écart entre les masses atomiques était important, le plus grand possible. Et puis aussi des coupes de gans où l'écart entre les valeurs d'électronégativité était important. Alors je vous ai cité 2 exemples. CH3ZNO, pour la masse atomique, c'est 5 fois, il y a un rapport de 5,4 entre les deux. Et pour l'électronégativité, il y a un rapport de 2 entre l'hydrogène, le H2, pardon, et le CO2. Alors, ces essais avec des sphères immergées, il fallait quand même les mettre en musique et pas trop faire d'erreurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand bac. Alors, un grand bac, c'est tout est relatif. C'est-à-dire que j'ai pris des petites sphères de diamètre 3 cm et un grand bac qui fait plusieurs dizaines de centimètres de long. Les photos ne rendent pas très bien parce qu'il y a eu des effets de loupe, mais ce n'est pas très grave, c'est simplement pour vous expliquer que j'ai fait comme ça. Sous le bac, j'ai mis une trame qui est tracée à la main, hein, avec des carrés de 1 cm de côté. Vous allez voir que ça va me permettre de suivre l'évolution de la trajectoire des sphères dans l'eau. Chaque sphère est remplie de 90% de gans, parce que si je la remplis complètement, elle coule. Donc, à chaque fois, à la seringue, rempli nickel, bouché, soudé, tout va bien, immergé au dernier moment. Ensuite, il y avait donc un chronomètre pour le déclenchement des photos. C'est-à-dire, j'avais un appareil photo numérique, et toutes les 30 secondes, je fais une photo pour évaluer la vitesse de la sphère, et puis par rapport à la grille qui est dessous. Alors bien sûr, j'avais une table antistatique, un revêtement antistatique, on le voit, c'est une nappe blanche.
Alors, au niveau des essais, parce qu'on m'a demandé de faire des essais, mais de les reproduire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire un essai avec une fois et puis dire un essai comme ça. Là, donc, il a fallu, je les ai fait entre 8 et 10 fois pour avoir bien sûr des valeurs cohérentes. Là, j'avais des critères avec les gants qui étaient tous dessalés. Les sphères ont été préparées à l'avance, bien sûr, hein, c'est-à-dire que c'est des demi-sphères comme celles que je vous ai montrées pour le jardin, hein, toujours pareil, hein, ce sont des demi-sphères qui sont collées à la cyano, des sphères de déco. Hein. Elles ont été déchargées électrostatiquement, elles aussi, avant le remplissage. Elles sont remplies donc au dernier moment avec donc, le même niveau de flottaison, parce que là c'est important. Vous imaginez que la sphère est pratiquement sous l'eau, hein, et non seulement il va falloir qu'elle se déplace, mais il va falloir aussi que, puisqu'elle se déplace, c'est comme un bateau ou tout objet flottant, il faut déplacer de l'eau pour avancer. Donc, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que ce que je vais vous montrer avec les vidéos, en espérant que ça marche, ça veut dire que vraiment la sphère a beaucoup de force. Les forces des champs, c'est impressionnant. Alors, donc, voici la première vidéo. Il s'agit de la... Alors, bien sûr, elle est tronquée, parce qu'autrement, on ne va pas y passer toute notre soirée. Mais bon, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. C'est un essai CH3 ZNO. Vous avez le temps qui est en rouge et qui est en minutes et qui est sur le milieu sur le côté gauche du bac. Alors, j'y vais, j'actionne la vidéo. Voilà, nous avons donc eu le contact avec les deux sphères de CH3ZNO. Alors, vous avez vu que les sphères ont décrit des trajectoires particulières et qu'elles sont bien sûr chronométrées. Donc, ça va me permettre de déduire des vitesses et c'est assez intéressant pour faire le classement final. Ici, vous avez une sphère de CH3 et une sphère de CO2. Alors, pareil, je vais vous passer la vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps. Là, je n'ai pas le chrono, mais enfin, vous pouvez le voir sur la pendule qui est à côté. Là. Donc, elles ont des trajectoires assez bizarroïdes, mais elles finissent toujours par adhérer. Alors là, on est assez loin, hein, parce que vous voyez qu'il y a des quadrillages de 1 cm de côté, ça veut dire que les sphères sont quand même encore assez éloignées. Et elles se tournent un petit peu autour. Hein. Ça fait un peu le bal des cygnes, ça. C'est très rigolo, elles arrivent à un arrondi à la fin. Alors par contre, je ne sais pas si vous faites attention au chrono, ça met un certain temps. Heureusement que c'est accéléré. Alors j'ai fait des milliers de photos, hein, parce que, bon, vous allez voir le nombre d'essais, j'en ai fait des milliers, j'étais un peu ruiné à la fin. Je suis fatigué de tout ça, parce que ça dure des semaines et des semaines. Mais c'est un bon critère pour justement évaluer les gans. Et c'est ce que je me propose de faire justement avec le gans de magnésium que vous avez vu tout à l'heure, et puis les autres gans que je ferai prochainement. Et là, ça y est, c'est l'accostage. Voilà. Alors, si je fais la synthèse des résultats, bon, on a les deux critères, masse atomique et niveau d'électronégativité. Et on a fait un chrono, donc, et on voit que certains couples sont très performants, puisqu'ils arrivent très vite, enfin très vite, en moins de 30 minutes, ils arrivent à accoster l'un par rapport à l'autre. Ceux qui sont en rouge ne le sont pas du tout, ils ne sont pas du tout performants. On voit que bon, on est à 39 minutes, et puis le CIO ZNO, en fait, il n'a jamais accosté, mais j'en avais tellement, ça a duré 2 heures, avec des photos toutes les 30 secondes. Bon, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, la validité d'utilisation des deux critères, c'est très important. Si je n'avais pas eu, c'est ce que j'ai masqué, le niveau d'électronégativité.
Vous voyez qu'au niveau des masses atomiques, par exemple, pour les deux premiers qui sont en rouge, on a pratiquement les mêmes masses atomiques, mais on a des durées de contact, des durées d'expérience qui sont complètement différentes. Pour ceux qui sont en bleu, c'est pareil. On a pratiquement la même masse atomique et on a des contacts, des durées de contact qui sont très très longues pour l'un et plus courtes pour l'autre. Donc on n'aurait pas su déterminer ce qui se passait. Et en fait, au niveau de la fondation, c'est ce qui les a intéressés là. Donc, le choix était vite fait, vous l'avez sûrement compris. Mais ce sont des gans magnétiques ou magnétiques gravitationnelles, comme je l'ai mis entre parenthèses dans le tableau de droite. Et j'étais intrigué quand même par le comportement du CO2ZNO qui a mis 39 minutes et qui, malgré tout, était une combinaison de gans gravitationnels et gravitationnels. Et c'est le seul, parce qu'on voit que les autres, c'est une catastrophe. Les autres, ils sont au-delà de l'heure. Donc, la deuxième partie des essais, on s'est posé la question, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Est-ce qu'il est moteur par rapport à l'autre? Si oui, lequel c'est? Quelle est sa vitesse? Et finalement, quelle est la sphère qui va prendre le pas sur l'autre? Parce qu'il y a toujours, malheureusement, un maître et un esclave. Et donc là, ça va se reproduire aussi. Donc, ce que j'ai fait très succinctement, là, pour ne pas vous abrutir avec des chiffres, donc il y a toute une trajectographie, c'est-à-dire c'est l'étude des trajectoires et des temps, bien sûr, et donc par conséquence des vitesses. Et j'ai pu identifier certains couples et surtout le comportement d'un gaz par rapport à un autre. Et finalement, en conclusion de ces essais, j'ai pu voir que le ZNO était attiré par le CH3, lequel CH3 est attiré par le CIO est attiré par le H2 et le H2 est attiré par le CH3. Bon. Le ZNO, par rapport au CO2, c'est-à-dire les deux gravitationnels, eh bien, ils sont attirés l'un par l'autre, mais on voit qu'ils ne communiquent pas facilement avec les magnétiques. Alors, ça veut dire simplement que on a bien un flux dynamique, c'est-à-dire que les champs, ils interfèrent et ils agissent entre eux. Et si on les choisit convenablement, on peut initier un mouvement, parce qu'il ne faut pas oublier que les sphères étaient immergées à 90% de leur surface. Alors, je n'ai pas encore fait les calculs de déplacement, mais ça, je peux le faire aussi. Ça veut dire qu'on a des pressions sur la sphère, on a des efforts, et on peut aussi hiérarchiser par ça. Donc, ce n'est pas très intéressant pour le moment, j'avais d'autres choses en tête avec ça. Le critère d'électronégativité, on s'aperçoit qu'il est indispensable parce que si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas arrivé à faire cette hiérarchisation des gans au niveau de l'attraction et de la répulsion naturelle. Alors, il y en a qui ne s'attirent pas du tout ou très très lentement, ce sont les couples de gans gravitationnels et gravitationnels. Alors, je vous parle de tout ça parce que, en fait, quand on fait des gans dans le jardin ou quand on fait des unités magraphes, on peut les améliorer suite à ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je voulais que vous le sachiez. Bon, on a vu que les couples de gans magnétiques, alors là, bon, le magnétique, c'est connu de toute façon, il s'attire très rapidement, c'est génial. Et on a vu que certains couples de gans mixtes fonctionnent, mais sous certaines conditions. Voilà, on va retenir simplement ça. Alors, en fait, on s'est aperçu que on a donc une facette supplémentaire sur le fonctionnement des gans, et puis, bien sûr, c'est le fonctionnement des champs magraves qu'ils créent autour d'eux. Donc, c'est très, très intéressant parce que, comme je viens de vous le dire, ce sont des domaines de l'agriculture, de la santé aussi, et des unités magraves sont complètement tributaires de ce que je viens de vous montrer.
Bon, alors il y a d'autres études aussi, mais je ne veux pas trop en parler tout de suite, qui sont plus qu'attrayantes avec ce principe que je vous ai évoqué. Est-ce que vous avez des questions? À creuser. Allô? Il va falloir déjà digérer. Oui, je Oui, disais à je creuser. m'en doutais un petit peu, mais il fallait que je vous le dise, ça. Parce que c'est super important pour ce que vous faites. Parce que vous voyez, un gans, quand on fait un gans, bien, mine de rien, il a beaucoup de secrets. Et M. Kesh n'arrête pas parce que bon, il sait que je suis un peu obsédé par les magraves, que je fais des magraves nouvelle génération. Et il m'a toujours dit, le magrave, on ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout. Et donc, bon, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Et bon, la piste s'éclaircit au fur et à mesure des cours et de toutes les expériences qu'on peut faire chez nous. Là, je suis en train de faire quelque chose avec un plateau magrave. On s'est aperçu avec Daniel qu'on a fait un plateau magrave en plastique avec une imprimante 3D et on a mis dessus des bobinages qui ne sont plus baignés dans le gans parce que ça obture complètement le captage de CHON, mais ce sont des magraves qui ont des tuyaux, comme certains d'entre vous les ont déjà, puisqu'ils sont venus à la maison. Et là, on a regardé un petit peu ce qui se passait, et le plastique est complètement déformé au bout d'un mois. C'est un plastique mou, et on voit vraiment les efforts qui se passent. C'est prodigieux, quoi. Alors après, on a donc un magrave qui est comme ça, qui est un magrave mou, entre guillemets, on va dire, hein, qu'on respecte beaucoup, hein, parce qu'il nous a donné beaucoup d'informations. Voilà. Donc, on n'est pas au bout du sujet. Moi, je suis passionné par ça et je vous invite à me rejoindre si vous avez des velléités pour avancer sur le sujet. Voilà, je crois que j'ai pratiquement terminé la séance. Voilà. Ce qu'on fera la prochaine fois, c'est-à-dire le 21 mai, outre le résumé qui est classique, je vous montrerai, enfin, j'essaierai de vous montrer le plus simplement possible ce qui se passe dans un setup. Alors bon, il y a eu un cours il y a quelques mois de M. Kesh qui était en colère parce que oui, vous ne comprenez rien, alors je vais vous expliquer. Donc il a refait une vidéo là-dessus extraordinaire, donc j'essaierai de vous la délayer, vous la mâchouiller pour que vous la compreniez, parce que M. Kesh est un très bon physicien, il n'y a aucun problème, mais c'est un très mauvais dessinateur. Donc on ne peut pas être partout. Mais j'essaierai de vous décrire tout ça avec beaucoup de schémas. C'est pour ça que je me retarde un peu. Je vous propose de nous retrouver le 21 mai. Ensuite, on commencera une nouvelle page aussi avec des gans sophistiqués qui sont aussi issus du CH3. Le CH3, c'est la base. Mais après, on verra qu'on peut faire du H2 que vous venez de voir et dont le comportement est extraordinaire. Le H2, je n'en ai pas parlé ce soir. Mais dans les petits bacs en verre, je me suis amusé à balader un aimant avec du H2. Mais le H2, c'est le seul gans qui suit l'aimant. Un aimant classique en fer à cheval ou tout ce que vous voulez, avec un point nord et un point sud. Et c'est le seul qui suit l'aimant. Donc, à partir du H2, après, on peut faire du gans d'hydrogène. Là, j'en ai jamais fait. C'est quelque chose de très pointu et je vous présenterai tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop endormi avec... Non, merci Joël. Et en fait, je pense que quand tu étais petit, tu as dû tomber dans un gans de CO2 et d'ENO. Je ne sais pas. Peut-être, je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai choisi volontairement, ces deux-là. Oui, mais c'est bien, mais je vais réfléchir. Je vais remonter le film. Peut-être que je te dirai oui la prochaine fois. Je ne sais pas. Merci Joël. Merci Joël. Bon, j'espère que vous avez tout digéré. Et puis si vraiment ça ne va pas, appelez-moi ou envoyez-moi un mail ou on lisera la prochaine fois. Ça sera avec grand plaisir. Joël, je vais te demander encore une petite chose au sujet de ce gans de magnésium. Ce gans-là, on peut l'ingérer, c'est seulement pour le jardin. Non, j'ai dit pour le jardin
et pour, Seulement pour le jardin, ok. oui, pour le moment pour le jardin. Ok, Il y a des ok. études qui sont faites chez John Bevan aux États-Unis et il utilise lui des gants, le gants bien sûr, mais en patch Ok. pour soigner au niveau de la santé. Mais je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que je n'ai pas toutes les billes pour vous expliquer ça comme il faut parce que lui. C'est pour enlever de la circulation pour mes petits-enfants, tu comprends? Oui. Oui. Je ne laisse pas traîner ce qui n'est pas ingérable, voilà. Ouais, de toute façon, les gants ne sont pas ingérables, je vous le rappelle. Hein. Oui, mais je dis, l'autre plasma, tous ces machins, pas que je fasse ça, puis que, voilà, puis qu'il arrive des conneries. Non, les autres, ils savent, on sait, les autres, mais voilà. Ah oui, mais pourtant, je vois enfin beaucoup, non, heureusement. J'en vois quelques-uns quand même qui ont fait des tentatives périlleuses. Hein. Mais pas ici, hein, pas chez vous, là, et pas dans ce groupe-là, mais je les vois sur Telegram, sur le groupe de M. Kesh. Je vois, il y a des moments, il y en a qui goûtent un petit peu. Oui. Non, non, moi je préfère mettre de côté pour mes petits-enfants, pas qu'ils aillent boire quelque chose qu'il faut pas, voilà. Ah oui, là, il faut les mettre, comme les pots de confiture, il faut les mettre en haut du placard. Oui, hein. oui, non, mais je m'occupe pour ça, je sais, moi. Très bien, c'est parfait. Je vous souhaite Merci, une Joël. belle soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Joël, bonsoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir à tout le monde. Bonsoir Joël. Au revoir Joël, au revoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.